Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Challenge. De retour du Niger où il accompagnait une imposante délégation économique algérienne, Ali Bey Nasri, président de l'Annexal, nous dira les enjeux du développement économique vers l'Afrique. Toujours en Afrique, Sahbi Othmani, DG de NCR Wiba, nous dira aussi ses aspirations africaines à l'export, lui qui vient d'être honoré d'un très bon classement parmi les managers africains. Enfin, celui qui est déterminé à faire courir les Algériens avec son Run Warrior s'est lancé aussi dans le coaching en leadership. Du haut de ses 27 ans, il semble être un entrepreneur doué. Mais tout de suite, direction le Niger avec Ali Bey Nasri. Ali Bey Nasri, bonsoir et Bonsoir, bienvenue Reda. sur Challenge une nouvelle fois. Bonsoir. Alors, vous revenez du Niger avec, donc je le disais, vous accompagnez une imposante délégation économique algérienne. Le projet africain qu'on met en avant, est-ce qu'il tient la route? Et quand je dis la route, vous voyez à quoi je pense. Ouais, donc effectivement, il faut savoir que le Niger, c'est un pays stratégique pour nous, comme le Mali. Pourquoi? Parce que d'abord, nous partageons une frontière, nous avons une façade donc africaine de 2400 km. Nous avons 1000 km de frontière avec le Niger et 1400 avec le Mali. Le Niger, c'est un pays donc relais. Le Niger a 4 frontières, donc qui nous intéressent fortement. La première étant le Bénin, le Burkina, le Tchad et le Nigeria. Un Nigeria, c'est-à-dire un très grand pays, donc 190 millions d'habitants, un fort pouvoir d'achat, et tous les produits que nous acheminons vers le Niger, une partie va vers donc, le Nigeria. C'est un pays stratégique avec le Nigeria. Donc, c'est un pays donc, stratégique pour nous. Nous avons cette proximité que, actuellement, on n'exploite pas. C'est-à-dire que nous avons une transsaharienne qui relie donc... qui nous relie donc à ce pays-là, une transsaharienne de 2400 km. Il reste donc une partie à réaliser au niveau du Niger entre Assamaka et Arlit, mais c'est un pays que nous avons perdu. Qui était donc, pourquoi? Parce que tout simplement, les événements, la situation sécuritaire ont fait que la frontière a été fermée. Et si nous avons pu exporter actuellement le ciment, c'est que cette frontière a été ouverte, donc exceptionnellement pour l'exportation de ciment. Le Niger, c'est un pays qui nous intéresse parce que d'abord, nous sommes liés, donc bien sûr, avec l'histoire avec ce pays-là, mais d'un point de vue économique, c'est un pays qui peut compter sur nous. C'est un pays donc absolument désindustrialisé, donc nous pouvons faire bénéficier ce pays-là donc de notre expertise donc industrielle et surtout un marché. Je vous dis, c'est un marché que nous visons. Il fait partie d'un espace économique qui est l'Union économique du marché de l'Ouest africain et par extension de la CEDEAO. La frontière est ouverte avec le Niger et la route est opérationnelle La route, elle est opérationnelle jusqu'à pratiquement Assamaka. Quel est le flux actuel de marchandises? Le flux, malheureusement, actuellement, la frontière, elle est fermée pour le formel. Elle est ouverte pour l'informel. C'est-à-dire qu'actuellement, tous les 15 jours, elle s'ouvre pour à peu près donc, la sortie de 300 camions du côté algérien. Essentiellement, c'est de la date. Ce que nous avons demandé donc, à travers donc, nos propositions, c'est que ça soit ouvert pour le reste des produits. Nous avons des informations que donc, moi-même, j'ai eu une discussion avec notre ministre du Commerce qui s'est déplacé pour l'inauguration au niveau donc, de Niamey. Il m'a assuré qu'il allait donc appuyer notre demande. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette frontière où on ouvre la frontière un certain... On ne comprend pas pourquoi elle s'ouvre. C'est à la demande de l'Algérie ou à la demande du Niger? Non, c'est nous. C'est nous qui avons donc fermé cette frontière-là. Je comprends la préoccupation sécuritaire, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle s'ouvre pour l'informel, pour le troc. Donc, si la sécurité n'existe pas, elle n'existe pas pour tout le monde, pas pour le formel uniquement. Donc, on n'a pas compris cette position. Et nous, ce qu'on veut actuellement, il y a aussi un autre... c'est que les Nigériens nous demandent à ce qu'ils viennent vers nous. Et donc, disons, la question sécuritaire pour nous ne se pose pas. Elle se pose beaucoup plus pour eux que pour nous. Donc, nous sommes amputés de ce qu'on dit notre position géostratégique. Et c'est vrai, nous avons une position géostratégique qui est unique. Comment unique? C'est-à-dire à travers le Mali, ou à travers donc,
le Niger, à travers le Mali, nous pouvons accéder directement à l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire le Mali en frontière avec le Sénégal, avec la Côte d'Ivoire et avec la Guinée. D'accord. Du côté ouest. Du côté est, je vous ai dit donc les frontières donc qu'a le Niger. Mais s'il vous plaît, qu'avez-vous à dire à quelqu'un qui veut se destiner à l'export sur ces pays-là? Un industriel qui veut vendre ses produits cosmétiques, par exemple, ou ses biscuits. Est-ce que c'est possible? Est-ce que les choses sont fluides ou non? Mais absolument, c'est possible. Ouais. Pourquoi c'est possible? Tous nos produits, malheureusement, sortent et sont présents. Au niveau, on a visité donc, les marchés à Niamey. Mais par le biais de l'informel. Mais absolument. On consomme algérien. Tout le nord du Niger, tout le nord du Mali. Répondez-moi franchement, est-ce que le problème est au-delà de la sécurité qu'on fait valoir? Est-ce que ce ne sont pas des intérêts qui bloquent ce problème aux frontières? Je pense pas que... Je pense que parce que lorsqu'on a affaire donc, à des officiels, il est clair qu'on avance la situation sécuritaire. Mais ce que nous disions, d'abord c'est une frontière à contrario de celle du Mali. Elle est beaucoup plus calme et aussi elle s'ouvre. Nous voulons donc dans cette ouverture, nous voulons qu'on nous accorde une semaine par mois. Tout simplement. Laissez-nous pendant une semaine. Il y a actuellement des exportations donc de matériel électroménager, d'agroalimentaire qui sont actuellement demandées. On était là-bas, on a eu des commandes, mais aller par le maritime, d'abord on perd notre compétitivité. La compétitivité algérienne réside justement dans ce couloir. D'accord. Alors, je vous ai entendu dire dans une grande salle de conférence où tout l'establishment nigérien était là, à vous écouter, et vous les avez visiblement ravis quand vous avez dit que vous étiez convaincu que le Niger allait exploser d'ici 10 années. Mais à quoi vous pensiez? Il allait exploser grâce à cette fameuse relation avec l'Afrique du Nord et l'Algérie en particulier? Oui. D'une part, c'est qu'il y a actuellement des indices très promoteurs et découvertes donc, de pétrole, soit que ce soit au nord au niveau de Kafra, où là il y a donc notre compagnie nationale, et au niveau du sud-est avec les Chinois. Donc c'est un pays qui va donc être producteur de pétrole. Ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que le Niger, pour nous, a une importance justement dans cette sécurité. Nous pouvons, cette migration qui vient vers nous, l'Algérie peut améliorer le pouvoir d'achat de ces pays-là. Comment? On peut mettre, nous, Niamey, le Niger, à 15 jours de Marseille. Chose actuellement qui est entre 45 et 60 jours. Améliorer en termes de délai, améliorer en termes de coût. Et si on parle de hub, de port de Cherchel, de ce couloir vers l'Afrique, qui va irriguer l'Afrique, c'est justement par cette... Donc l'Algérie devient le passage obligé, comme vous l'avez souligné. Mais absolument. Vous avez carrément, on coupe directement, au lieu de passer, donc pour faire plus de 1000 km à travers la côte ouest, nous avons le passage direct. Et on pourrait imaginer les produits marocains, tunisiens, visiblement conflués vers l'Algérie pour aller vers le Niger. Bien sûr. Vous savez que la Tunisie fait partie justement du comité de la transsaharienne. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu l'intérêt très important de cette route-là. Donc il y a une connexion avec la partie libyenne et la partie tunisienne et qui vient directement donc, vers Tamanrasset, donc à Inzam. Qu'est-ce qu'on peut faire remonter du Niger aussi et de l'Afrique subsaharienne vers l'Algérie et vers l'Europe? Notamment les produits agricoles. Donc il faut savoir que c'est des pays qui demandent à ce que l'Algérie s'ouvre pour des produits agricoles et notamment le cheptel. Vous savez qu'on importe dans le cadre du troc, nous exportons de la date et nous importons aussi du cheptel et de la mangue, mais qui reste localement. La migration clandestine pourrait aussi emprunter la route? Elle l'emprunte. On voit que tous les verrous qu'il y a, ça n'a pas empêché la migration. Nous avons, je vous dis, 2400 km. Il faut les surveiller. Donc c'est un espace... Et je pense qu'on peut aider le Niger à stabiliser sa population, justement, en améliorant le pouvoir d'achat et en allant nous investir. Parce que si nous, on n'investit pas aujourd'hui au Niger, d'autres vont venir investir. Les pays qui vont investir au Niger auront pour destination le marché algérien, pas le marché africain. Donc c'est nous qui devons être présents, c'est nous qui allons investir maintenant. Malheureusement, la réglementation d'échange ne nous le permet pas. Le règlement 1404, on a demandé sa révision, on a demandé qu'on nous donne la possibilité, comme les autres pays,
On ne demande pas quelque chose d'énorme. On demande donc au pouvoir public de nous mettre dans les mêmes conditions que les pays qui exportent et qui réussissent dans l'exportation. Nous sommes actuellement dans l'incapacité d'ouvrir un bureau de liaison dans les règles de l'art, c'est-à-dire dans la transparence la plus totale, à partir de notre compte exportateur. Ça, on ne malheureusement pas le faire. Ce qui m'amène à vous faire parler de cette fameuse stratégie à l'export qui est mise en place actuellement, enfin qu'on tente de mettre en place. Alors, où c'est qu'elle en est? Qu'est-ce qu'on vous demande et qu'est-ce que vous demandez? Très bien. Ce qu'on peut faire comme constat immédiatement, c'est que 2017, pour la première fois, je dis bien pour la première fois, depuis toujours, un Premier ministre et des ministres parlent de l'exportation. Ça n'a pas existé avant. Maintenant, il y a un frémissement, on parle de l'export, on a vu le Premier ministre aller vers des entreprises au niveau de la foire internationale dernièrement, où on en parle. Maintenant, le mot export, et c'est un langage maintenant ministériel. Ça, c'est positif. Il n'est pas venu comme ça. C'est parce que actuellement, nous enregistrons pour la première fois un déficit cumulé sur 3 ans. Ça n'a pas existé. Et le déficit est énorme. C'est-à-dire nous avons une moyenne du déficit de la balance des paiements de 25 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'on a perdu 75 milliards de dollars en termes de déficit. Et le fonds de régulation des recettes, on a perdu 82 milliards. Il était à 179 fin 2014, il est passé à 97. Là. Je ne dis pas qu'il y a le feu à la maison, mais si on ne prend pas les dispositions actuellement pour aller vers l'export, la crise va s'amplifier. Sauf que le pétrole, le prix du baril est en train de remonter, il risque de freiner les motivations de stratégie à l'export. Il y a toujours une crainte. Stratégie. Autre chose, on craint une répétition de 2009. 2009, s'il y a eu la LFC, s'il y a eu des mesures, si on a réaménagé l'accord pour le déplacer sur 3 ans, sur 2020, tout ça est venu comment au premier semestre 2009? C'est que 2009, pour la première fois, donc on a constaté un déficit, on est allé vers des mesures et on avait engrangé 39 milliards de dollars. Mais malheureusement, en 2010-2011, le baril est monté à 120, on a engrangé 72 milliards de dollars, on a tout oublié. Et j'espère que cette fois-ci, la prise de conscience est durable. Dans une précédente émission, vous souffriez du fait que la plupart des anciens cadres du ministère sont partis. Et oui. Vous disiez que les jeunes qui sont là tentent de faire, mais n'ont pas toujours la même expérience. Il faut y ajouter le changement de ministre aussi qui intervient. Alors ça aussi, c'est embêtant. Et bien sûr, quand vous avez donc 4 ou 5 ministres en l'espace de 15 ou 16 mois, et il y a de quoi être désorienté. On fait donc, nous au niveau de l'association L'Annexal, à chaque fois qu'il y a un ministre du Commerce, on va le voir, on présente nos propositions, on a des assurances d'une prise en charge, donc on a fait ça. Donc 3 fois dans l'année, c'est énorme. Maintenant, ce qu'on voudrait, et puis un ministre, malheureusement, les ministres qui sont nommés ne sont pas du secteur. Donc il y a une période d'adaptation, d'apprentissage. Le temps qu'ils apprennent, ils ne sont plus là et on redémarre. Au passage, j'ai envie de vous demander, question difficile, est-ce que vous savez pourquoi Ben Meradi a été limogé? Vous savez, comme le commandant Mokhtar, je pense, ça n'engage que moi, je pense peut-être qu'il a pris en charge des préoccupations ou qui ne relèvent pas de son ministère. Je pense que le fait de parler de la subvention du dinar, de la dépréciation du dinar, qui n'est pas à son juste niveau, le fait aussi que la gestion de la suspension des importations a été, et le Premier ministre l'a dit, il y a eu des erreurs. Donc à ce niveau-là, je pense que le fait qu'un ministre protège et revient sur sa décision, je pense que c'est pas... Ça a été donc peut-être fait un peu dans la précipitation. Il a payé peut-être pour d'autres, c'est-à-dire qu'au niveau donc, du département ministériel, lui n'étant pas un spécialiste du commerce, il a pris pour argent comptant, il a touché des matières premières, ça a fait bouger donc, des lignes, et les entreprises donc, concernées ont réagi, ont dit que c'était... Donc ils ont saisi le Premier ministre, il a donc assumé... Nous, ce qu'on avait avec M. Ben Meradi, on avait d'excellentes relations. J'ai eu un entretien de 2 heures avec lui. Il m'a assuré de la prise en charge de certains problèmes très épineux et très sérieux au niveau, donc, notamment de la réglementation d'échange. Malheureusement, il est parti. Maintenant, on a un autre, on ne sait pas. Donc,
Alors, vous êtes un spécialiste de l'export, mais j'aimerais recueillir votre avis sur la gestion des importations. Les importations, la meilleure défense, c'est l'attaque. On ne peut se défendre qu'à travers la compétitivité des produits. Et je vous donne deux exemples. Le premier exemple, c'est l'industrie des boissons. S'il n'y a pas de concurrence étrangère, c'est parce que nous avons une industrie qui a la taille critique, qui a la compétitivité, qui a des outils modernes et qui a surtout le management. On a été attaqué par 4 pays au niveau de ce secteur-là. Ils n'ont pas pu pénétrer. Deuxième exemple, c'est l'électroménager et la téléphonie mobile. L'électroménager, il n'y a pratiquement aucun opérateur étranger sur la place. Pourquoi? Parce que nous avons des entreprises aux normes, la taille critique, et c'est ça qui diffère. Ce n'est pas la suspension. Vous savez, dans les 851 produits qu'on avait protégés, il y a des produits qui représentent epsilon, rien du tout. Donc on a gonflé la liste. L'effet psychologique de ce gonflement est néfaste de l'autre côté, alors qu'à l'intérieur, il n'y avait pas, c'est-à-dire en valeur, c'était absolument rien. Ali Bey Nasri, vous en êtes à votre deuxième mandat en tant que président de l'Anexal. Ce mandat s'achève en novembre. Oui. Qu'allez-vous faire? Eh bien, je vais travailler, parce que jusqu'à l'heure actuelle, j'ai milité. J'ai milité, donc, au niveau de l'association. Donc, vous n'allez pas réformer la réglementation et tenter de la changer pour pouvoir poursuivre? Oui, on est toujours, on a donc ce virus donc, de l'export, on va toujours donc parler, on va essayer de réformer, mais aussi j'ai besoin de vous concentrer sur vos propres affaires? Mes propres affaires, voilà, donc parce qu'une association, ça prend du temps, si on est sérieux, si on est sincère. Ali Bey Nasri, merci infiniment merci à vous. De vos propos, de votre éclairage et de votre présence ici. À très bientôt. Je reçois dans un instant M. Sahbi Othmani, DG de NCR Wiba, qui va nous parler, lui, de ses aspirations africaines aussi. Voilà, à tout de suite. Sahbi Othmani, bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir. J'avais beaucoup de choses à vous dire, vous qui êtes à la tête d'une société leader dans les boissons, les jus, qui ne connaît pas les jus NCR Wiba. Alors, je vous ai invité d'abord parce que vous venez d'obtenir un très bon classement de la part d'un institut, Choiseul en l'occurrence, qui vient de récompenser en tout cas de classer les meilleurs managers, aux jeunes managers africains. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Merci de m'avoir invité, d'abord. Alors, l'Institut Choiseul est un institut qui classe des managers en Afrique, d'abord en France, ça a commencé en France, 4 ans avant d'avoir créé le classement africain, des jeunes managers, moins de 40 ans, qui ont marqué la place économique de leur pays ou de leur cluster, et qui sont appelés à jouer des rôles encore plus importants dans les prochaines années sur le continent pour ce qui nous concerne. D'accord. Est-ce qu'on a relevé lors de ce classement ce pourquoi vous aviez été bien classé? Bon, les critères qui sont affichés, c'est des critères de réputation, de bon management, de résultats, de connexion, de réseau et surtout de potentiel d'évolution. Voilà les critères. Donc sur cette base, il y a des comités, il y a des arbitrages et chaque année, il y a un ranking qui sort des 100 premiers. Quel est l'objectif inavoué peut-être qui se cache, qui se dessine pour cet institut? Vous savez, on est dans un monde de réseautage aujourd'hui. Et certainement, l'objectif, c'est de mettre tous ces potentiels, toutes ces pépites aussi, en réseau pour un développement des affaires entre les pays africains, entre l'Europe et l'Afrique. Et voilà, voir naître des projets transversaux qui sont aujourd'hui identifiés pour certains d'entre eux et pour d'autres aussi potentiels à découvrir pour l'avenir. Oui, mais peut-être que le bas qui blesse, c'est que c'est un réseau français, inspiré par une institution française. Et quand on connaît les ramifications de la France-Afrique, on peut penser que c'est encore un peu de France-Afrique supplémentaire. Malheureusement, il a fallu qu'il y ait des Français pour nous mettre en contact dans ce vivier intéressant. En tout cas, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, quelles que soient les racines de naissance, on ne fait pas de politique, et de deux, c'est pour ce qui nous concerne, pour ce qui concerne Wiba, c'est réellement des interconnexions qu'on a tissées afro-africaines. Donc il n'y a pas ni de soubassement, ni de couleur française, sans pour autant stigmatiser quoi que ce soit. Nous avons aussi des alliances avec des entreprises françaises et
pour ce qui me concerne, je suis apolitique, donc voilà, je regarde ça par le prisme des opportunités de développement. Plus particulièrement pour l'entreprise Ruiba, qui est en train de se déployer très fortement en Afrique, grâce à Choiseul, entre autres, parce que c'est des personnes qui sont influentes, facilitatrices de business dans leur pays, mais aussi des alliances industrielles ou de partenariats techniques pour certains d'entre eux. Donc pour nous, c'est la meilleure porte d'entrée pour l'Afrique. Et voilà. Donc, je suis curieux de connaître les 3 premiers. Le nom des 3 premiers, enfin, ou les alors, origines des 3 premiers. Il me semble qu'il y a l'Égypte, le Maroc et le Nigeria, qui est le 3e. Intéressant de voir le Maroc aussi bien placé. Voilà, le Maroc est bien placé. On a souvent été en compétition sympathique, mais nous avons des copains depuis 4 ans maintenant qui sont dans le classement, avec qui nous avons de très très bonnes relations. D'ailleurs, je te disais avant le plateau que nous sommes sur un projet d'alliance industrielle, pourquoi pas, avec une entreprise marocaine, pour mettre on va dire en synergie nos points forts pour aller ensemble sur le continent africain. Malheureusement, aujourd'hui, enfin heureusement pour eux ou pour elles, les entreprises marocaines bénéficient d'un véritable accompagnement, un dispositif fait de circuits bancaires, circuits d'assurance, les compagnies aériennes. Tout est là pour encourager les entreprises marocaines à aller fortement et sereinement sur le continent, un continent qui aujourd'hui est considéré comme un vrai vivier d'opportunités. Aujourd'hui, on a du mal nous-mêmes à sortir de l'Algérie. Je parle sous couvert des champions de filière en Algérie. Il y a beaucoup de potentiel, on a une véritable légitimité. L'Algérie a une très bonne réputation sur le continent. Voilà des ingrédients qui vont nous permettre d'aller conquérir d'autres marchés. D'accord, alors parlons-en. Vous estimez que, bon, vous avez été un peu doux dans la critique, mais qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui, ou qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir de plus de la part pour être accompagné de la part du gouvernement en termes de réglementation, en termes d'aide? Il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, on a besoin que la réglementation de change soit un peu plus flexible en Algérie, qu'il y ait certainement des contrôles. Évidemment, on ne peut pas ouvrir sans aucun contrôle derrière, qu'il y ait un casting, un contrôle intelligent pour qu'on puisse aider ceux qui mériteraient de sortir sur des périmètres plus loin que notre seul marché local, les accompagner et les aider à être des entités panafricaines ou en Europe, pourquoi pas. On est dans un monde de mondialisation, nous subissons une concurrence des multinationales qui arrivent chez nous. Pourquoi on n'est pas plus fort en étant sur des alliances dans plusieurs pays? Je prends le cas, par exemple, pour rester dans notre filière, des pays comme le Bénin ou comme la Guinée, Conakry, où les fruits sont jetés pendant la campagne, il n'y a pas de filière de transformation. C'est des fruits qu'on pourrait nous-mêmes aller transformer là-bas, ça va nous créer des avantages comparatifs en étant locaux, ça va nous aider à importer moins peut-être de fruits en attendant que nos filières nous-mêmes d'agrumes, par exemple, puisqu'on est producteur d'agrumes et on voudrait l'être, soient autosuffisantes. Il y a des synergies afro-africaines qui nous permettraient réellement d'être plus compétitifs sur la scène internationale. Aujourd'hui, malheureusement, tout ça n'est que théorique. Ça fait 4 ans qu'on attend un dossier avec la Banque d'Algérie pour le Bénin. On n'a jamais eu de réponse, alors que c'était un dossier signé avec les plus hautes instances sur ce pays, pour ne citer que ce pays. Aujourd'hui, on est en train de réactiver. Il y a d'autres pays qui nous intéressent aussi. Aujourd'hui, Ruiba se veut d'être la première marque en Afrique. On ne peut pas rester un simple exportateur, parce qu'il y a toujours des barrières dans tous les pays où on va. Il faut qu'on arrive à se positionner industriellement et à prendre des participations. Vous savez, en parlant du Maroc, on prend toujours le cas de Saham Assurance, qui est une véritable success story panafricaine. Saham n'a gagné que parce qu'ils ont pris aussi des petites participations dans beaucoup de pays. Et le fait d'être sur un réseau aussi large, ça a permis de donner de la valeur à cette boîte et qui est considérée aujourd'hui comme une mastodonte dans son secteur. Donc voilà un chemin, ce qu'on appelle un blueprint en anglais, sur lequel on est très inspiré et on voudrait un peu déployer la même chose. J'ai eu la chance d'être mandaté, entre autres par le ministre du Commerce et l'Agence internationale du commerce, dernièrement, sous couvert d'Annexal et de Algex, pour proposer une stratégie à l'export. Il y a des projets qui sont assez concrets aujourd'hui, tels que la création de plateformes offshoreisées à l'étranger. Il y a aussi des projets de déverrouillage, on va dire, pour permettre l'investissement à l'étranger. Donc on est très optimiste là-dessus. En tout cas, on a des choses à faire valoir, aussi bien sur le plan
industriel, sur le plan des services. On peut exporter des services, on parle de digital beaucoup. Donc il y a beaucoup de choses qui pourraient nous aider à porter le drapeau algérien outre frontières. D'accord. Alors, on vous invite souvent à discuter et on discute bien. Les projets sont beaux au point de vous rendre optimiste. Pendant ce temps-là, certains dossiers sont sous le coude à la Banque d'Algérie, vous le disiez il y a un instant. Tout à fait. Mais dans la réalité des choses, cela ne vous a pas empêché de progresser sur le marché africain. Vous êtes installé dans combien de pays aujourd'hui? Et comment ça fonctionne réellement? Aujourd'hui, on est en position évidemment d'exportateur. En Tunisie, on est quasiment deuxième peut-être du marché en termes de volume. C'est une véritable success story pour nous. On a été très agressif et ça fait longtemps, on a une intériorité quand même sur ce marché. Sur le bassin en fait, de la sous-région, on est sur 5-6 pays. Et globalement, on est sur 10 pays maintenant en Afrique. Notre objectif, c'est de doubler ce chiffre dans les 18 prochains mois. Donc là, Rouiba a une certaine notoriété, on est en train de développer cela. On a une certaine facilité d'accès aujourd'hui parce qu'on est présent dans plusieurs pays. Et réellement, on devient panafricain de notoriété. Et l'étape à suivre maintenant, la prochaine étape, c'est de produire, être très compétitif, encore plus compétitif sur les prix. Malheureusement, les marchés sont drivés par le prix, comme en Algérie. Et ça va se compliquer davantage. Donc, à nous de prendre des anticipations et des positions plus confortables dès maintenant. Cela ne nous empêche pas aussi d'exporter beaucoup en Europe. On est à la foire de Marseille en ce moment. Et à partir de la foire de Marseille, on a pu décrocher le marché suisse, le marché irlandais. Cela s'ajoute aussi au marché espagnol. Qu'est-ce que représentent aujourd'hui ces marchés à l'export par rapport au marché national en termes de chiffre d'affaires? Ce n'est pas la grande part de notre chiffre d'affaires, mais en termes de potentiel et de cible, demain, vous savez, en Algérie, la filière des boissons est ultra congestionnée. Aujourd'hui, le marché est en berne, les prix sont tirés vers le bas, et il y en a qui jouent avec la qualité, malheureusement. On ne peut pas continuer dans cette cavalerie suicidaire. Nous, on a préféré avoir une posture beaucoup plus prudente. On garde un niveau de qualité irréprochable, on n'est plus dans la course au volume et on développe l'export. D'accord. Pour nous, l'export, pour répondre à votre question d'une manière plus précise, l'export sera au moins égal à notre marché local dans les prochaines années. Vous avez eu chaud avec cette histoire d'arômes interdits en termes... Non, nous, on n'utilise pas beaucoup d'arômes, mais on est solidaire, évidemment. Moi, je suis président de la sous-filière jus au sein de la PAB. Il y a une grande confusion quand on parle d'arômes en Algérie. Les gens pensent synthétiques. Non, il y a des arômes naturels. Ces arômes, c'est des essences de fruits. Bon, on est en train de développer localement, évidemment, mais par devoir de solidarité et par représentativité aussi, on s'est battu sur le premier plan, sur cette histoire. On est très content que le gouvernement nous ait écoutés et on a dit, on a réitéré, on a confirmé que nous sommes les premiers à aider l'intégration en Algérie de tous les intrants. Mais il faut juste se donner le temps. On parlait d'agrumes et de transformation de fruits. Tous les Algériens pensent qu'il y a assez de fruits à transformer en Algérie. On parle des agrumes, c'est vrai que l'orange algérienne est de très bonne qualité. Un, elle est insuffisante pour satisfaire le marché industriel, les besoins de transformation. Et deux, sur le plan du prix, aujourd'hui, il faut faire des économies d'échelle pour qu'on puisse être plus compétitif. Ça, c'est notre rôle en tant qu'industriel dans le conditionnement, d'investir nous-mêmes en amont de la filière pour la transformation. C'est ce qu'on est en train d'étudier, c'est ce qu'on va faire, et on salue tous les efforts qui sont dans ce sens. Mais du jour au lendemain, dire stop, on achète local, vous ne faites que bloquer une filière qui emploie 60 000 personnes. Sur les boissons, sur les jus notamment, est-ce que d'autres, vous disiez que le marché se congestionne, arrive à saturation, est-ce que d'autres tentent de sortir? Beaucoup de filières sont... Vous savez, en Algérie, les gens investissent en business plan. Les banques, malheureusement, historiquement, ont donné des crédits sur la base de sûreté et de garantie. Pour ramener un terrain, vous donne un crédit. Après, le business, est-ce qu'il marche ou pas? Il n'y a pas de lecture de cash flow. Il y a une lecture de patrimoine. Et c'est ce qui est en train de payer ce prix-là aujourd'hui. Beaucoup de crédits. L'Andy a lâché beaucoup de facilité à des investisseurs. Et malheureusement, on manque de créativité. Quand on veut investir, on fait une usine de jus. On pense que c'est l'Eldorado. Et bien voilà, aujourd'hui, il y a des usines qui sont en train de fermer, d'autres qui sont en train de brûler, et ainsi de suite. Justement, il y a beaucoup d'usines qui brûlent en ce moment, vous ne trouvez pas?
Bah, je sais pas, paraît-il, bon, sans aucune connotation. Je pense que beaucoup d'usines beaucoup de capacités sont en difficulté aujourd'hui et voilà, c'est des questions à se poser et il faudrait les traiter, sinon on va droit dans le mur. Et c'est peut-être des coups de jus électriques, pour en revenir au jus. Sur l'informel, je sais que c'est un dossier qui vous tient à cœur. Où est le problème aujourd'hui et comment le résoudre rapidement pour... Très sincèrement, aussi patriotique que je puisse l'être, si un jour on me dit faites une action qui puisse contribuer à avancer l'Algérie de 30 ans, d'un bond de 30 ans, je dirais, soyons focus sur l'informel. Il y a des solutions pragmatiques. On a même proposé des solutions avec les grossistes eux-mêmes. On les a ramenés sur les plateaux télé. On a été voir les ministres dans leurs bureaux pour dire voilà des gens, des opérateurs de l'informel, voilà les solutions qu'ils proposent. On a de vraies plaidoiries fiscales qui sont bien étudiées avec toutes les parties prenantes. Juste on demande qu'on nous écoute et qu'on passe à l'exécution. Et là, vous savez, le fléau, le nœud gordien de tous les problèmes en Algérie, je pense que c'est l'informel. Ça produit de la corruption, ça produit de la non-information, ça produit de cette gabégie que vous voyez quand vous sortez dans les marchés de gros. Voilà, il faut juste qu'on se donne la chance d'essayer des mécanismes nouveaux qu'on propose. On ne va pas réinventer la roue. Il y a des choses qui existent ailleurs. On a, pour évoquer l'histoire de la vignette libératoire qui a été proposée par les grossistes eux-mêmes. Et aujourd'hui, je pense que c'est une grande opportunité. Nous avons tous les acteurs en face de l'informel qui disent on veut rentrer dans les rangs, voilà des solutions, écoutez-nous. Je pense que le gouvernement n'a qu'à tendre la main et on pourra avancer avec notre chère Algérie. C'est possible. C'est possible, je suis ultra optimiste là-dessus et il y a des solutions très simples à monter. Un mot peut-être sur votre appréciation du management de l'économie au niveau des pouvoirs publics de manière générale, les gens que vous rencontrez. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Si vous me dites quel est votre ressenti aujourd'hui, je dirais qu'on est dans un climat assez anxiogène. Il y a une crise qui a commencé en 2016, mais que les gens n'ont pas vue. Vous savez, parler de l'informel, je vais faire le lien et je vais vous expliquer pourquoi les gens n'avaient pas vu. Quand il y a beaucoup d'informels, il y a beaucoup de flou et il y a une certaine cavalerie financière qu'on ne voit pas. L'argent changeait de main, mais ça tournait. Il y avait un certain niveau de consommation. L'État est premier client qui faisait tourner cette roue. Et fin 2016, quand on a changé de régime fiscal, les gens ont accéléré un peu cette roue parce qu'il fallait jouer sur les 2 points de TVA. Comme tout est dans l'informel, les gens voulaient gagner ces 2 points. Parce que ces gens-là, qui sont dans les cavaleries, ne gagnent pas d'argent. Et derrière, il y a eu une baisse brutale de consommation. Et cette roue s'est arrêtée. On a vu le trou béant qu'il y avait. Et on appelait ça la crise. Mais ça existait depuis longtemps. Cette crise de liquidité est due au fait que la baisse de la demande a fait reculer ces acteurs de l'informel. Ils ont retiré leur argent. À parler de changement de billets de banque, ça a encore accéléré cette paranoïa et cette panique. Beaucoup d'argent est sorti. Les taux parallèles ont augmenté, ont explosé, crevé les plafonds. Et là, on se retrouve avec un climat inerte où les gens n'investissent pas parce qu'ils n'ont pas confiance dans le marché, pour ne pas dire autre chose. Hein. Je ne rentre pas encore une fois dans la politique, mais dans le marché, les filières sont de grandes capacités qui sont là, qui ne tournent pas, et c'est un cercle vicieux par la suite. Donc pour remettre tout ça en mouvement, il faudrait apaiser les esprits, il faut rendre confiance, il faut s'asseoir avec tous ces acteurs, trouver des solutions ensemble, pragmatiques. Ce n'est pas une question de contrôle ni de coercition. Ça ne fera qu'aggraver les choses. Qui le fera? L'État, avec le patronat, avec les indépendants, avec tous les acteurs de la chaîne. Je suis prêt à participer à ce dialogue. Je ne voudrais pas qu'on achève cet entretien sans citer les 3 autres lauréats algériens qui ont été classés dans... Il y en a même 4. Il y a Sami Agli, qui est un habitué du classement maintenant, un très très bon ami, avec mes autres amis. Quelle entreprise? C'est le groupe Agli, qui sont dans plusieurs activités, notamment la minoterie, ils sont dans l'immobilier aussi.
Je laisserai peut-être à l'occasion présenter à ces activités. Il y a Rafik Boussa, il y a Adel Bensassi, il y a Kamel Moula aussi, qui n'était pas avec nous malheureusement. Voilà, donc on va œuvrer à ce qu'il y ait de plus en plus d'Algériens. Maintenant qu'on est doyen, on a le droit de proposer des noms et on va proposer des nouveaux noms cette année. Sahabi Ahmedmani, je vous remercie infiniment Merci. pour cet éclairage et je vous dis à très bientôt. Et sans doute vous reverrai-je sur un dossier complexe et plus long sur l'informel. Voilà, à tout de suite. Halim Lefkir, bonsoir, bienvenue sur Challenge. Bonsoir. Alors, je suis heureux de vous recevoir parce que vous avez un talent fou, celui de faire courir et de faire suer les Algériens. Vous rassemblez à travers vos événements Run Warriors, qui sont édités chaque année, près d'1 millier de jeunes, pour la plupart. Pas que des jeunes. Pas que des jeunes. Pas que des jeunes. Vous n'avez pas encore eu de crise cardiaque dans les rangs, non? Non, ça va. Bon. Va. Quelques petites foulures, mais ça va. Alors, on va parler de ce fameux événement, comment vous l'avez concocté, pourquoi, est-ce qu'il prend de l'ampleur, est-ce que vous êtes suivi notamment aussi par les sponsors, parce que je suppose qu'il faut un peu d'argent pour organiser tout ça. C'est vrai. Et quel est votre objectif, à part celui de dissuader peut-être les gens de tomber malades et d'être en mauvaise santé? Vous ne devez pas avoir de sponsors parmi les laboratoires pharmaceutiques, en tout cas. Si. Ah si, Si. Bon. On ne citera pas de marque, mais ouais, sur la dernière édition, on a eu un laboratoire qui nous a suivis dans notre projet. Alors, donc, le Run Warrior, déjà, d'où c'est venu, c'est par passion. Je suis passionné de sport et surtout passionné de sport extrême. Et j'avais déjà participé à des événements pareils à l'étranger. Plaçons ici le fait que vous soyez issu d'une famille de sportifs. En tout cas, la maman est sportive, elle est prof de sport. Le père, je ne sais pas. Ancien champion de boxe aussi, militaire. Bon. Ancien champion de boxe à l'armée. Militaire. Ouais, ce qui explique le côté warrior de la course. Un petit peu. D'accord. On va dire que c'était une éducation assez à la dure quand même, mais ça a donné ses fruits. Donc c'est venu d'une passion. Donc surtout, je voulais faire ça ici avec mes amis. Je voulais partager ça avec mes amis. Donc ça a commencé petit à petit, l'idée a commencé à germer et surtout on avait un spot qui était le parc zoologique de Ben Aknoun qui était idéal pour pratiquer ce type d'activité. Il a fallu monter une société pour faire ça? Exactement. Donc il a fallu monter une boîte d'événementiel et on a commencé petit à petit. Et en fait, ce qui était bien, c'est que très vite, nous avons été suivis par beaucoup de monde et surtout qu'il y a eu des sponsors qui eux-mêmes sont venus vers nous. Donc c'était déjà assez facile au début, surtout au lancement, parce que c'était nouveau, tout le monde voulait savoir c'était quoi. Il y a eu pas mal de sponsors qui ont voulu rejoindre l'aventure. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans que ça dure, donc on travaille là sur la 4e édition. Ces courses, en quoi consistent-elles et en quoi se différencient-elles des autres courses? Alors, c'est des courses de 10 km en moyenne, 33 obstacles. Donc c'est des obstacles qui sont inspirés du parcours du combattant, de l'armée, le même qu'on retrouve dans les plus grands camps d'entraînement du monde. Bon, on essaye de le reproduire à l'état civil. Donc l'objectif, c'est de finir. C'est pas de gagner, mais c'est de finir. C'est juste ça, parce qu'il y a un moment donné, le physique ne tient plus, mais ça se travaille en mental. Et c'est ça l'objectif réel du Run Warrior, c'est vraiment de se donner ce warrior spirit, on appelle ça comme ça, c'est un esprit de guerrier qui fait qu'il n'y a aucun obstacle qui puisse m'arrêter. Donc voilà exactement ce que les gens viennent rechercher. Il y a, comme dans l'armée, des superviseurs qui sont là pour motiver, pour crier, pour embêter. Oui, j'invite les téléspectateurs à aller voir nos vidéos sur YouTube où là je suis... D'accord, là vous êtes dans un aspect gentil. D'un aspect gentil, mais généralement c'est... Transformé, très bien. C'est une transformation totale où on est des personnages, en fait chaque personnage a un titre, un nom, une tenue et on joue le jeu à fond. Donc quand tu viens chez nous... Et il y a même du maquillage, je crois. Donc, oui, bien sûr. D'ailleurs, récemment, sur la dernière édition, nous avons fait un concours de cosplay militaire où c'était juste extraordinaire. Il y a des jeunes qui font des produits qui sont juste extraordinaires. Donc, voilà. Finalement, l'état-major va finir par vous recruter. Bah, j'espère. J'espère, pourquoi pas. En fait, on aimerait bien collaborer avec eux. On aimerait bien collaborer avec eux parce qu'à l'étranger, ce type d'événement se déroule dans des casernes. Donc nous, on est obligé de créer un terrain. Mais à l'étranger, j'ai déjà fait... On pourrait imaginer l'armée sous-traiter certains... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça se fait ailleurs? Ça se fait ailleurs. Et ça reste aussi un très bon canal de recrutement. Aussi. Parce que dans les autres pays, les meilleurs sont recrutés.
Donc ça reste une petite ouverture. Et vous finissez par avoir des grades, Oui. ou des courses, je dirais, plus réduites, mais consacrées à ceux qui en veulent plus. Est-ce que ça existe ça chez vous? Ou est-ce que, bon, c'est... Alors, ce qu'on essaye de faire, bon, c'est surtout qu'on va dire, on est une petite start-up, donc on essaie de travailler avec nos participants, on collabore avec eux. Il y a toujours un feedback pour qu'on réalise la chose exactement comme eux voulaient. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a deux parties du circuit. Il y a une partie moyenne et une partie high level, qui est même en termes de distance. Il y a du 8 km et du 13. Donc, on essaye toujours de desservir les deux. Et vous arrivez à trouver ces chemins de parcours, enfin, comment vous faites? Où c'est que vous le faites généralement, ces parcours? Où c'est qu'on les retrouve? On a déjà réalisé au niveau du parc zoologique de Ben Aknoun. On a fait une étude sur Parc Dunia, mais on n'a pas eu de suite à nos demandes. On a aussi réalisé On préfère Disney peut-être. Ouais. On y verra Mickey courir comme vous. Il y a d'autres événements où il y a des déguisements, on est en train de travailler sur ça, où c'est par exemple le Run Zombie, tu as des zombies qui te courent. Mais pourquoi rester dans Alger? Vous ne pensez pas aller au-delà? C'est la peur de ne pas avoir beaucoup de monde qui puisse venir? Non, ce n'est pas en termes de monde, au contraire. On reçoit plus de personnes en dehors d'Alger le jour de l'événement que les Algérois eux-mêmes. Là, sur la dernière édition, on a attendu un quart d'heure et tout le monde était d'accord parce qu'on a demandé aux participants est-ce que vous êtes d'accord qu'on attende des gens qui arrivent de Oran? On les a attendus. Donc ils viennent de Oran, on touche plus de 17 wilayas par édition. D'accord. Et les riverains qui vous voient comme ça courir avec des tenues bizarres et du maquillage, est-ce qu'ils ne vous prennent pas pour des fous? Ils se posent des questions, ils viennent vers nous, ils commencent à questionner. Très souvent, des fois ils rejoignent. Des fois ils rejoignent l'aventure. Est-ce qu'on peut vous voir donc aller dans le sud ou aller à l'est ou à l'ouest du pays? Ça reste nos objectifs. C'est essayer d'offrir cette possibilité. Comme je sais que comme moi j'avais envie de le faire, il y en a d'autres dans d'autres régions qui ont envie de pratiquer ce genre d'activité. Donc notre objectif, c'est d'aller vers eux. En fait, derrière cette course, il y a aussi cette idée de spectacle qui est là. Est-ce que ça vous donnerait pas l'envie de créer un spectacle, là, par contre, que vous pourriez faire dans un espace plus réduit on a pensé à déjà une émission télé, donc le spectacle sert à ça. On est en train d'y travailler, ça demande beaucoup de fonds, surtout quand on attaque l'audiovisuel, c'est une production qui demande beaucoup quand même. Donc on est en train d'y travailler, j'espère dans les prochains mois ou peut-être les prochaines années. Est-ce que les jeux vidéo qu'on voit avec beaucoup de guerriers, est-ce qu'ils vous inspirent? Oui, forcément. Déjà, nos tenues sont inspirées des jeux vidéo. Donc ma tenue, mon grade et mon surnom... Et les tenues, vous les trouvez où? On les fabrique. C'est de la confection algérienne, main et pour participer à vos courses, il faut payer? Oui. Quel est le montant? Généralement, c'est entre 1000 et 1500 dinars. D'accord. Non seulement il faut être fou, mais il faut avoir des sous aussi pour s'y consacrer. Exactement. C'est une bonne chose. Et c'est de là qu'en fait vous avez su... Est-ce que vous n'avez pas aussi une petite mentalité, une sorte de gourou en vous, qui se cache en vous, et qui vous a amené finalement quelque part au coaching et au leadership? Gourou, non. Parce que je suis contre ça. Mais je reste, comme je dis lors de mes conférences ou lors des formations que j'anime, je dis je suis le grand frère que moi je n'ai pas été, que je n'ai pas pu trouver, pardon. Donc j'essaie d'être ce grand frère-là parce que quand j'étais étudiant à leur place, moi aussi je voulais avoir quelqu'un en face de moi en qui je peux me représenter, qui ne soit pas très âgé, qui soit encore jeune et qui puisse me montrer un petit peu le chemin. Donc aujourd'hui, à travers les conférences et les formations, c'est ce que j'essaye de faire. Juste orienter et donner cette motivation d'y croire encore et se dire on peut le faire en Algérie. Je suis la preuve vivante qu'on peut le faire en Algérie. Avant de parler de l'aspect leadership et des conférences que maintenant vous vous appliquez à donner, est-ce que dans les courses, vous avez d'autres courses nouvelles ou vous vous contentez par année de faire une édition du Run Warrior? On essaie d'innover. Même si sur le terrain, ça reste assez compliqué parce qu'il faut avoir les autorisations, il faut avoir le terrain. Pour avoir des parcelles de terrain, c'est très compliqué, surtout sur Alger. Des parcelles que vous louez? Oui, qu'on loue. Que ça soit pour passer sur le champ de quelqu'un, c'est ça? Ou de l'État? Ça dépend, ou de l'État. Ça dépend à qui appartient le terrain. Mais excusez-moi, mais si vous le faites à Bouchaoui, vous ne payez personne? Ah bah, faudrait avoir des autorisations par le biais des forêts.
Donc c'est eux qui gèrent le bouche à vide. Donc D'accord. on a déjà fait. Et est-ce que pour vos courses, parce qu'elles rassemblent beaucoup de monde, la dernière a rassemblé combien de personnes? 1000 un petit peu. Donc je suppose que les services de sécurité sont là pour vous protéger? Ah oui, quoi. Oui. Ça, d'ailleurs, on les remercie, les services de sécurité, la protection civile. Ils sont toujours là, présents. Ils n'ont jamais manqué à Et ils l'appel. vous disent, Yatek Saha à la fin? Bah, Ken, les Ou Joe. bien ils vous regardent aussi je comme vous les raconte cette riverains. petite anecdote. Il y avait un qui était venu, pas cette édition, l'édition précédente. Il venait de finir son travail, ses heures de travail. Il est venu, il a vu le mouvement et il a dit: ah, ok, est-ce qu'il y a une deuxième course après? Parce qu'on avait fait plusieurs départs. Il a dit: ok, je vais à la maison. Il est parti, il s'est changé, il est revenu, il a participé. Et il était parmi les 5 premiers. J'espère qu'il a été remplacé pour vous protéger. Alors, le coaching et le leadership, aujourd'hui, vous êtes conférencier, vous donnez des cours. À qui vous donnez des cours? Alors, à qui? Généralement, alors déjà, j'ai pris une décision quand j'ai commencé à faire ça, c'est de le faire gratuitement. À aucun moment, je ne touche des sous par rapport à ça. Si par exemple, je rentre dans un programme où c'est payé, ces sous-là, je fais quelque chose d'autre avec. Jamais je les ai pris pour moi. Donc ça, c'est un engagement de ma part. Je gagne ma vie autrement. Comment vous la gagnez autrement? À travers ma boîte, à travers les événements qu'on crée et à travers ce qu'on fait durant toute l'année. Mais les conférences, c'est à travers les organismes, les associations d'étudiants et tous les BDE qui se trouvent au niveau des universités, des grandes écoles et ainsi de suite. Donc on travaille avec eux. Quelle est votre formation de base? Alors, j'ai fait du marketing et du commerce international et j'ai suivi un master en psychologie managériale en France. D'accord, mais Voilà. cela vous donne-t-il la connaissance suffisante pour pouvoir transmettre? La connaissance suffisante, En tout cas, l'expérience aussi. l'expérience aujourd'hui, Parce que finalement, le leadership, c'est pas c'est que de la beaucoup théorie, d'ex- c'est beaucoup de pratique. c'est beaucoup de pratique et c'est ce qui est bien aujourd'hui. Avec on va dire avec ma méthode de travail, c'est que je rapporte ce qui se passe sur le terrain, ce que je vis en tant qu'entrepreneur, je le rapporte tout de suite, directement aux étudiants, pour leur dire voilà ce que j'ai vécu, voilà comment je l'ai vécu et voilà comment je me suis en sorti par rapport à cet obstacle-là. Donc je ramène du concret. C'est pas de la théorie. Donc vous parlez de vos expériences en course notamment, et vous expliquez comment vous avez surmonté les obstacles un à un, et comment vous arrivez à motiver les gens et peut-être même les sponsors, ce qui est important aussi. Oui, exactement. Mais après, le Run Warrior, c'est un projet parmi tant d'autres que j'ai déjà réalisé. Ça fait aujourd'hui, j'ai 27 ans, et ça fait 9 ans quand même que je suis entrepreneur, je suis dans le monde de l'entrepreneuriat. Même à travers mes études, j'ai commencé très jeune. Pendant que j'étais encore étudiant, j'avais déjà commencé à entreprendre. Donc, vraiment, c'est ce que j'apporte, c'est la réalité du terrain. C'est pas des manuels, même si j'ai suivi des études et ainsi de suite. Donc, j'ai une méthodologie. Et à travers mes formations, je rapporte ce qui se passe sur le terrain, la vérité, le concret, tout de suite. Et ça, c'est un plus pour eux. Et c'est un plus on me le rend. On me le rend dans le sens où, quand je vois une start-up qui a évolué, où le monsieur ou l'équipe est venu vers moi en me disant voilà, j'ai une petite idée, et quelques mois après, tu vois cette idée se concrétiser parce qu'ils ont suivi certains conseils, parce qu'ils ont appliqué certaines méthodes, tu te dis ouais, ce que je suis en train de faire, ça apporte quelque chose. Oui, mais est-ce que vous ramenez ça aussi aux techniques marketing, ou bien vous vous contentez juste de motiver par votre expérience professionnelle? C'est les deux. C'est les deux. Donc, il y a déjà de la motivation à travers mon expérience. Vous dire, les gars, les jeunes, c'est faisable. Je l'ai fait, donc c'est faisable. Et il y a la deuxième partie où là, il y a des méthodes, il y a des techniques à suivre. Donc, à cette étape, voilà ce que tu peux faire. Tu penses, voilà dont tu dois penser, voilà la législation, comment il faut la suivre, et ainsi de suite. Donc, on donne, on va dire, des bases. Mais après, sur le terrain, c'est chacun pour soi, en quelque sorte. C'est du business, donc c'est à toi de montrer ce que tu vaux. Moi, je te montre la direction à suivre. Après, c'est à toi de donner ce qu'il faut sur le terrain. Quels sont vos prochains objectifs? Les prochains objectifs, alors, c'est de créer, on va dire, plusieurs business autour du Run Warrior. Parce qu'on a déjà essayé le textile, on a déjà essayé le parfum. Aujourd'hui, on a créé un bootcamp, c'est un centre d'entraînement où on réalise des team building avec des entreprises, où on développe ce travail d'équipe, ce teamwork, à travers le Run Warrior. Après, il y a d'autres événements qu'on veut. Et l'objectif principal aussi, c'est de s'exporter. On veut partir faire ça chez nos voisins, parce qu'ils ne l'ont pas encore fait. Vos voisins, Que ce soit la Tunisie, que ce soit le Maroc. On a déjà eu quelques contacts,
Mais eux n'ont pas encore réalisé ce type d'événement. Donc on veut partir chez eux pour réaliser ça. Mais l'objectif derrière la motivation, c'est aussi l'argent, c'est le sponsoring. Et vous voulez peut-être aller développer ça ailleurs, à la fois pour motiver les autres et en même temps gagner ailleurs de l'argent aussi. Ouais, c'est normal, c'est une entreprise. Donc Ce sont des choses qui n'existent pas dans nos pays voisins? Oui, mais ils n'existent pas encore. Ils n'existent pas encore. Et après, en termes d'argent, c'est normal, c'est une entreprise, on fait ça pour que ça soit rentable. Mais après, notre objectif premier, c'est de ne pas être dépendant de ces sponsors. C'est de réussir à réaliser nos événements sans sponsor, que l'événement soit rentable en lui-même. Quelle est, si on devait résumer à une phrase, la clé de la motivation, la clé de comment se surmonter? Qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui vous regardent là à l'instant? Comment il faut faire pour arriver à se dépasser? En quoi il faut croire? Quel est le message principal que vous donnez? Alors, il y a quelques jours, j'avais publié sur Facebook, j'avais dit quel est le meilleur investissement en Algérie, le plus rentable. Et vous pouvez aller vérifier, il y a plus de 200 réponses, il y a de tout. Il y en a une parmi ces réponses-là, c'était celle que je cherchais, c'était en soi, investir en soi. Investir en se développant soi-même, en apprenant des langues nouvelles, en apprenant des soft skills. Ça, c'est un vrai investissement. Donc aujourd'hui, si tu as un objectif, donc je parle directement aux jeunes, si tu as un objectif, tu t'es fixé un objectif, vas-y, atteins-le. Ne laisse rien t'arrêter. Aucun obstacle ne peut t'arrêter, il suffit juste d'y croire vraiment. Donc si j'avais un conseil, c'est trouve ton pourquoi et réalise-le. Vous disiez tout à l'heure que votre père vous a un peu éduqué à la dure. Ouais. Qu'est-ce que vous ferez avec vos enfants plus tard? Je dirais pas la même chose, parce que j'ai d'autres méthodes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'applique ça avec mon petit frère. J'ai un tout petit frère qui a 11 ans. Après, le sport, ça reste le ciment de son éducation, puisqu'on apprend énormément à travers le sport. Après, il y a un leadership que je me dois de lui inculquer dès son plus jeune âge. C'est vrai qu'on a toujours vu qu'à travers le sport, on transmettait des valeurs saines. Exactement. Et ça fait du bien aussi pour le physique. Halim Lefkir, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup pour votre invitation. Je vous souhaite bonne course et de continuer à nous faire suer. J'espère vous voir un jour. Voilà, chers téléspectateurs, je vous remercie de votre attention. Je vous dis à vendredi.